Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être venus si nombreux à la table de l'abbé. Ce soir, j'ai l'honneur et le plaisir d'être l'intermédiaire entre le public et le conférencier que voici. Passer de l'art culinaire à l'écriture est une gageure. Mais pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. C'est un ouvrage plaisant, anecdotique, vivant, qui se lit d'une seule traite, comme un bon repas. On fait l'entrée et on va jusqu'au dessert sans s'arrêter. En bref, il est bien écrit. Il a le talent d'un conteur. Et qui plus est, les illustrations sont superbes. Nous avons M. Sauzet qui a fait les illustrations de l'église, qui sont magnifiques. Nous avons aussi la famille Cartier, qui sont à l'origine de certains documents. Et monsieur le journaliste, présente-toi. Ouais, monsieur Gallo, vous pouvez applaudir. Je dirais un double bravo pour l'écrivain et surtout pour l'éditeur. Et à présent, des places à monsieur Jean-Luc Robin, qui ce soir est votre obligé. Pour les dédicaces personnalisées, après la conférence, vous verrez le conférencier qui nous fera un plaisir de dédicacer l'ouvrage. Merci, bonsoir. Merci René. De rien. Bien, je ne vais pas reprendre par le début l'histoire de la Bessonnière, par le menu détail. Je vais peut-être même commencer par vous raconter comment j'y suis venu à cette histoire, comment j'ai attrapé ce virus, parce qu'il faut reconnaître que moi aussi maintenant je l'ai ce virus. J'ai connu cet endroit lorsque j'étais enfant. Je suis venu ici la première fois en 1956, j'avais 7 ans, et l'affaire venait tout juste d'éclater. 3 articles de suite dans la dépêche, l'histoire du curé au milliard, la fabuleuse histoire du curé au milliard. Je me rappelle encore du titre, c'était sous la plume d'André Salamon. D'un seul coup de pioche dans le pilier du maître-autel, la Bessonnière met à jour le trésor de Blanche de Castille. 1956, c'était parti. Je venais ici le dimanche en famille, mon père s'intéressait à cette histoire, il me l'a raconté. Je trouvais ça merveilleux, une histoire de trésor quand on a 7 ans évidemment. Et avec ma petite pelle et mon petit seau sous la tomate d'Alague, je cherchais le trésor. Et je peux prétendre être probablement un des premiers chercheurs ici. Mais je dois vous avouer que je n'ai jamais rien trouvé et que par la suite j'ai quitté la région. Je n'y suis revenu qu'une trentaine d'années plus tard. C'est une région qui m'avait marqué, dans laquelle je voulais revenir. Je n'imaginais pas, à aucun moment je n'ai imaginé que je reviendrais ici, dans ce domaine de la Bessonnière, au cœur de ce mystère. Là, c'est vraiment une part de hasard. Alors, d'aucuns diront, il n'y a pas de hasard, sans doute. Il y a eu un choix de ma part, une petite annonce dans le journal. Tout d'abord, on cherchait un cuisinier à Rennes-le-Château. Le domaine venait de se vendre. Les nouveaux propriétaires étaient un petit peu désemparés, désespérés et désorganisés. Je me suis présenté à eux comme cuisinier. Ils m'ont embauché immédiatement parce que leur situation était des plus critiques. Et je me suis retrouvé ici, dans ce jardin, dans cette cuisine, il y a 11 ans, où je faisais des steaks frites et je regardais un peu ce qui se passait autour de moi. Très étonné. Très étonné parce que je n'avais pas mesuré l'ampleur que cette affaire avait pris. Je n'avais pas réalisé que pendant ces 30 ans d'absence, Rennes-le-Château était devenu un phénomène national, international, que Rennes-le-Château était devenu la mecque des chercheurs de trésors. Et j'ai raté, je dirais j'ai raté toute cette période à laquelle René, qui vient de présenter la soirée, a participé, au cours de laquelle tous ces chercheurs fouillaient librement, chacun se partageant son petit bout de terrain. C'était la Californie, on se faisait des blagues, on se montait de nouvelles affaires. Combien de pistes dans les livres actuels publiés, des histoires reprises par les uns par les autres, ont eu leur origine à cette époque-là dans des canulars, tout simplement, que se sont fait certains chercheurs. Et on peut le lire maintenant dans certains ouvrages comme si c'était parole d'évangile. C'est ça qui est extraordinaire. Et moi, ce qui me fascine ici, c'est ce mythe qui enfle de jour en jour, qui grossit,
On a cru que ça s'essoufflait. La période des chercheurs de trésors commençait à faire son temps. On n'avait quand même toujours rien trouvé, parce qu'on avait des chercheurs qui cherchaient, mais on n'avait jamais de chercheurs qui trouvaient. Hein. Et jusqu'à preuve du contraire, aucun d'entre eux n'a encore trouvé. Ce qui fait que l'espoir reste intact. Chacun pense que demain il va trouver le trésor de la Bessonnière. Trouver le trésor de la Bessonnière, mais la Bessonnière ne l'a-t-il pas déjà trouvé lui-même? Quand vous regardez autour de vous ce qu'il a construit, il a bien fallu qu'il trouve de l'argent quelque part. Et toute la question est là. Mythe, d'accord, mais il y a une base de réalité. Il y a une base sur laquelle on peut s'appuyer. La Bessonnière, contrairement au monstre du Loch Ness, a véritablement existé. On a ses écrits, on a ses comptes, on a nombre de papiers, et il est vrai que du jour au lendemain, il est devenu fabuleusement riche. Toute la question reste là. D'où venait ce trésor? D'où venait cet argent? D'où venait cette soudaine richesse? Il y a là, à ce moment-là, trois écoles qui s'affrontent. L'une d'elles, celle des chercheurs, celle des grands rêveurs, qui nous dit la Bessonnière a trouvé un trésor fabuleux. Et alors là, tous les trésors perdus de France et de Navarre se sont donnés rendez-vous à Rennes-le-Château. Pour Noël Corvu, c'était le trésor de Manche-Castille. Pour d'autres, c'est le trésor du Temple de Jérusalem. Pour d'autres, c'est le trésor des Templiers. Pour d'autres, c'est le trésor des Cathares, si tant est que les Cathares aient un trésor matériel. Personnellement, je pense que la Bessonnière a effectivement, et on va y revenir, trouvé quelque chose, a trouvé un trésor en espèces sonnantes et trébuchantes, mais je ne pense pas qu'il soit tombé sur l'un de ces trésors. Je ne pense pas non plus que la seule origine de sa fortune soit, à la base, un trésor. La deuxième école va nous dire circulier. Il n'y a rien à voir. Sonnière, c'était un petit escroc. C'était un homme d'argent. Il a fait du trafic de messe. Il s'est enrichi de cette façon-là. Et toute cette affaire a été montée de toutes pièces par des gens avides d'argent pour se gaver d'argent au profit de gogos qui viennent ici pour écouter des balières. Alors ça, c'est l'école un petit peu dure. C'est l'école de Descadellas, c'est l'école de Bedu. Vous savez, René Descadellas, qui a écrit un livre qui s'appelle Mythologie du trésor de l'histoire de Rennes-le-Château, il faut quand même savoir que tout en disant dans son ouvrage que Sonnière ne s'était enrichi que grâce à un trafic de messe, discrètement, tout en cherchant à écarter les curieux, Descadellas fouillait. J'ai la preuve. Il a quand même un certain discrédit sur sa thèse. Ça, c'est la deuxième école. Donc, le trésor, pas de trésor, le trafic, et la troisième école qui nous dit la Bessonnière a trouvé des documents. Il a trouvé des écrits. Quelque chose qui ne devait pas tomber entre toutes les mains et pour lequel on l'a payé. Eh bien, vous savez, moi je pense que la vérité est rarement monolithique. La vérité n'est pas une. La vérité, elle est à facettes. Et je pense que l'histoire de la Bessonnière et l'explication de cette soudaine richesse, il y a ces trois explications. Oui, il a trouvé un trésor. Oui, malheureusement, il a fait du trafic de messe. C'est pas la seule plus intéressante, donc on ne peut pas le nier. Et oui, je suis absolument convaincu, et personnellement, c'est la théorie, la thèse sur laquelle je suis parti, parce que ça me paraissait être la plus intéressante. Oui, il a très probablement été mandaté pour retrouver des documents, pour retrouver des écrits, quelque chose d'explosif qui ne devait pas tomber dans le domaine public, et pour lequel, jusqu'à la fin de ses jours, on l'a payé. Et c'est cette théorie-là que je vais essayer brièvement de développer. Je pense que par la suite, le débat nous apportera toutes les questions et tous les détails que je pourrais oublier ou passer sous silence dans mon exposé. Bon, que savons-nous de la Bessonnière? Tout, pratiquement. 1885, il arrive ici. Curé de campagne. Non pas le pauvre fils d'une famille paysanne étant rentré dans les ordres pour échapper à sa condition misérable de petit paysan. Ça, c'est encore pour embellir la légende, mais ça n'est pas vrai. Sa famille est une famille aisée. Son père est maire de Montazel, c'est un village qui est à un jet de pierre d'ici, c'est un voisin.
Il est directeur de la ménoterie et il est également régisseur des biens de la famille de Casemajou, dont le château se trouve toujours au centre de Montagel. C'est-à-dire que c'est une famille aisée. 7 enfants, 4 garçons, 3 filles. Béranger, c'est l'aîné, qui choisit la prêtrise. Alfred le suit, le second, qui choisit la prêtrise aussi. 2 prêtres dans cette famille. Les suivants, les 2 autres garçons, l'un va faire des études de droit et l'autre des études de médecine. C'est-à-dire que si les parents avaient les moyens de payer des études aux plus jeunes, ils en avaient d'autant plus les moyens de les payer pour les aînés. Ce qui veut dire, pour arriver au bout de mon raisonnement, que si Béranger Saunière est devenu prêtre, c'est que c'est un homme de conviction, qui avait la foi et qui avait la vocation. Et on va voir comment par la suite cette foi va être mise à l'épreuve et comment cet homme-là va être ébranlé dans ses convictions. À la suite des découvertes qu'il va inévitablement faire ici à Rennes-le-Château. Donc lorsqu'il arrive, tout le monde le sait, il trouve une église délabrée, un presbytère dans lequel il peut habiter. Il va louer une maison. Il va louer une chambre dans une maison, dans une famille du village. Et sa première habitation, sa première adresse, eh bien vous l'avez ici. C'est cette ruine-là qui était la maison de la famille Desnarnaud. C'est là que Béranger Saunière va habiter lorsqu'il habite ici, puisque le presbytère ne peut l'accueillir, et que bien sûr, ce que vous avez derrière vous ici, cette villa Béthanie n'existe pas encore, puisqu'il va la construire quelques années plus tard. Dès qu'il aura un peu d'argent, bon, il avait quelques économies, je l'ai montré. Il avait 600 francs or ou 300 francs, je ne sais plus. Mais enfin, il avait un petit peu d'argent. Il n'était pas complètement poché, loin de là. Et cet argent, il va le dépenser pour colmater les trous dans la toiture de l'église et pour faire de premiers travaux dans le presbytère. Au début, si l'on regarde son journal, c'est un prêtre tout à fait dévoué à la cause de ses paroissiens, dévoué à sa commune. C'est un bon prêtre, hein, comme on pourrait dire et comme on l'entend à longueur de journée sur la bande qui passe dans le presbytère. C'est un bon prêtre. On pourrait dire, une fois de plus, circuler, il n'y a rien à voir. Et puis un événement va se produire. Un événement va se produire qui va complètement changer, bouleverser la vie de Béranger Saunière. À la veille des élections législatives, Saunière, qui est un royaliste convaincu, qui a la tête près du bonnet, qui ne mâche pas ses mots, il faut se replacer aussi dans le contexte de l'époque. Vous savez, on est à une époque où la France est carrément coupée en deux. Vous avez les blancs d'un côté, royalistes, les rouges de l'autre. Vous avez une montée de l'anticléricalisme qui va aboutir en 1905 à la séparation de l'Église et de l'État. Saunière vit dans cette société-là. Il faut se replacer dans le contexte de l'époque pour arriver à comprendre certains de ses agissements. Donc à la veille des élections législatives, Saunière, qui est anti-républicain forcené, comme beaucoup de prêtres à l'époque, va se permettre un sermon qui n'est plus un sermon, mais qui devient un véritable discours politique, et il va demander à ses paroissiennes, qui elles n'ont pas encore le droit de vote, d'influencer leur mari à la sortie de l'église. Eux sont pendant ce temps-là dans un des 2 estaminets du village, d'influencer leur mari pour voter anti-républicain. Malheureusement pour Saunière, c'est le parti républicain qui remporte les élections et l'État va lui couper son salaire, puisque dans la mesure où on est avant 1905, les prêtres sont encore, on est avant la séparation de l'Église et de l'État, et les prêtres sont encore payés par le gouvernement républicain. Donc Saunière se retrouve ici sans ressources et son évêque va l'envoyer à Narbonne comme répétiteur au petit séminaire, de façon à ce qu'il puisse subvenir à ses besoins. Et c'est là que tout va se jouer. Pendant qu'il est à Narbonne, il s'ennuie ferme. On a des courriers, il s'ennuie, il regrette ses courses dans la campagne, il regrette la pêche à la truite, la pêche aux écrevisses, il regrette la chasse, les champignons. C'est un homme sanguin, c'est un homme puissant, c'est un homme de la terre, il a besoin d'activité. Faire le répétiteur dans un séminaire pour des petits curaillons phallos, ça ne lui convient pas, c'est pas son tempérament. C'est un homme qui a de l'envergure et qui a envie de bouger. Il est logique de penser que alors qu'il s'ennuie ferme dans son séminaire, lorsqu'il a quelques loisirs, probablement le dimanche après-midi, il rend visite à son frère, Alfred. Parce que le hasard a fait qu'à ce moment même, son frère Alfred est à quelques kilomètres de là, chez le marquis de Chèvreviat. Alfred est précepteur des enfants du marquis de Chèvreviat. Chèvreviat, c'est une des familles les plus anciennes du Languedoc-Roussillon.
Il est à l'époque président des comités royalistes du Languedoc-Roussillon. C'était un intime de Henri V, comte de Chambord, mort quelques années auparavant. Il connaît les cordons du poil lors de l'enterrement de Chambord et il a dépensé la moitié de sa fortune pour œuvrer à la restauration de la monarchie. Le frère de Béranger Saunière se trouve donc précepteur chez le marquis de Chevreuse. Et curieusement, lorsque Béranger rentre à Rennes-le-Château, la sanction est levée 6 mois plus tard, il a en poche 3000 francs. Il note 3000 francs or, ce qui représente quand même à l'époque à peu près 5 ou 6 ans de salaire du prêtre, c'est quand même assez conséquent, même s'il n'était pas très chèrement payé. Et dans ses comptes, il marque en face de cette somme, dont de Madame la Comtesse de Chambord. On a tous jusque-là accepté ça, on le relit, on le revoit dans beaucoup de livres, et personne ne semble s'être interrogé au-delà. Moi, ça m'a quand même énormément intrigué. Je me suis dit, mais pourquoi quelqu'un d'aussi important que la comtesse de Chambord? C'est quand même quelqu'un qui a failli, c'est une personne qui a failli être reine de France. Comme vous le disiez tout à l'heure, la monarchie a failli être restaurée quelques années auparavant. On avait même édité, on avait frappé monnaie à l'effigie de Chambord. Ce sont des pièces qui sont extrêmement recherchées par les collectionneurs. Elle est de plus apparentée à la famille qui a la puissance dans l'Europe entière et dans le monde entier, c'est-à-dire la famille de Habsbourg. C'est une Habsbourg. Les Habsbourg étaient apparentés à toutes les familles royales d'Europe, et la comtesse de Chambord est la nièce de l'empereur d'Autriche. Les Habsbourg, ça fait 5 siècles qu'ils contrôlent l'Europe, ça fait 5 siècles qu'ils ont un pouvoir sans partage politique. Donc, cette comtesse de Chambord, veuve de l'héritier au trône de France, apparentée de très près à la famille la plus puissante d'Europe, donne à un petit curé de campagne nommé Béranger Saunière, curé de Rennes-le-Château, une somme importante pour la restauration de son église. Mais pourquoi diable s'intéresse-t-elle à Rennes-le-Château? Personne à l'époque n'en a entendu parler, le Da Vinci Code n'est pas encore sorti, les émissions de télévision n'existent pas. Rennes-le-Château, c'est un trou perdu, c'est le bout de la route, c'est en haut d'un piton, c'est ravitaillé par les corbeaux, et personne ne le connaît. Et voilà que ce personnage extraordinaire, extraordinairement important, donne de l'argent à Béranger Saunière. Alors, je me suis posé des questions, et puis je me suis rendu compte que lorsqu'il arrive ici, avec cet argent, il se met effectivement à faire des travaux, et puis que, comme par hasard, il fait des découvertes. Et là, je me suis dit, mais bon sang, si jamais on lui avait dit, pourquoi ils n'auraient pas passé un marché? Est-ce qu'on lui aurait pas dit, dans votre village, vous savez, il y a quelque chose d'extrêmement important. Il y a des documents, des archives, que sais-je, qui ne doivent pas tomber dans le domaine public, qui ne doivent pas tomber entre toutes les mains. Il faut absolument que vous mettiez la main dessus. Voilà un peu d'argent pour restaurer votre église. Je pense que c'est Chevreuse qui a dû servir d'intermédiaire. Alfred, le frère de Béranger, a dû dire, écoutez, si vous avez quelque chose à retrouver à Rennes-le-Château de si important et qui présente un danger pour notre Saint-Pierre l'église, l'homme de la situation, nous l'avons, mon frère, Béranger, 33 ans, c'est un costaud, il peut faire des fouilles tout seul, et il a besoin d'argent parce que son but c'est de restaurer cette église. Donc je pense que c'est là que le marché s'est fait, on lui donne de l'argent, on lui dit allez-y, restaurez votre église, magnifique alibi, évidemment, en restaurant, on va soulever des pierres, on va sonder des murs, et puis si vous trouvez ce qui nous intéresse, eh bien écoutez, vous nous le remettez. Vous nous le remettez, et puis on continuera à ne pas vous oublier dans nos prières. Et c'est ainsi que dans les archives que j'ai eu la chance de pouvoir consulter grâce à la gentillesse d'Antoine Captier et de Claire Corbu, auxquels je dois au passage rendre un hommage appuyé. Ils sont là ce soir et je les en remercie. Sans Claire et sans Antoine, je n'aurais jamais pu réaliser un de mes rêves les plus chers, qui était d'écrire un jour un livre et de le publier. C'est à eux que je dois, à leur gentillesse et à leur générosité. Ce sont des gens qui n'ont jamais refusé un renseignement, alors que cette histoire est entourée de gens qui possèdent des parcelles de vérité et qui se les gardent jalousement. Eux possèdent l'essentiel de la vérité et sont prêts à la livrer gentiment, comme ça, pour le plaisir, pour l'amour de ce village et pour l'amour de cette histoire. Merci encore, Claire et Antoine. Je sais pas, on m'a dit un pour eux, c'est un pour...
Donc dans ces fameuses archives, c'est ce que je trouve. Antoine me sort ça, on met ça dans une vitrine, puisqu'on avait monté ensemble un musée dans ce domaine il y a une dizaine d'années. Une petite pile d'enveloppes pré-imprimée à l'adresse de la banque Frise d'Or à Budapest, rue Cossat-Lajus. Pourquoi? Le curé de campagne, au début du siècle, est en rapport épistolaire régulier avec une banque de Budapest. Et Budapest se lie au passage, capitale des Habsbourg, tiens, comme par hasard. Or, on sait aussi que lorsque Béranger Saunière avait besoin d'argent, il n'allait pas creuser dans le fond de son jardin. C'était pas la peine de démolir le domaine, c'était pas la peine de tout casser ici. On sait très bien, c'est de notoriété publique, que lorsqu'il avait besoin d'argent, il s'absentait. Il prenait le train, il disparaissait pendant 5 jours, une semaine, et il revenait ensuite avec les liquidités nécessaires pour payer ses commanditaires. Donc, son argent a été manifestement placé quelque part. Et lorsque je tombe sur des enveloppes pré-imprimées à l'adresse d'une banque de Budapest, je me dis, mais quand même, ça commence à se faire beaucoup. On tourne toujours autour des mêmes sources. Est-ce que ce compte en banque de Budapest était celui qui était utilisé par les Habsbourg pour financer Saunière? On n'en a pas la preuve, mais on peut. Saunière va déchiffrer le message pendant la nuit, et dès le lendemain, grâce à ce déchiffrage, il va se rendre dans l'église. Il appelle les deux maçons qui travaillent avec lui la veille parce qu'il sait qu'il va avoir besoin de leur aide. Il les emmène au bout de l'église et il leur demande, en s'arrêtant devant l'autel, de soulever une dalle qui se trouve à cet endroit. Cette dalle est plus grande que les autres, mais elle ne présente aucun signe distinctif. Or, Béranger sait très bien de quoi il s'agit. Le message devait être manifestement très clair. Les maçons soulèvent la dalle. Première surprise, cette dalle est magnifiquement décorée. Elle a été placée à l'envers. C'est un bas-relief d'époque carolingienne que l'on peut voir à l'heure actuelle dans le musée du domaine. Deuxième surprise, sous cette dalle se trouve une sépulture. Et dans cette sépulture, Béranger Saunière va descendre. Quelques instants après, il remonte avec entre les mains une marmite pleine de pièces d'or et de billets. Et ça, on le sait, puisqu'il y avait là 2 témoins dont d'ailleurs il se serait volontiers passé. D'ailleurs, pour donner le change, il va essayer maladroitement de leur dire ça n'a aucune valeur, c'est des médailles religieuses, c'est des médailles de Lourdes. Vous pensez bien que les deux gars ne sont pas complètement idiots et qu'ils font la différence entre des médailles religieuses et des pièces d'or. Curieusement, d'ailleurs, petite anecdote toute récente, on a trouvé il y a une semaine des amis tout à fait par hasard, en se baignant dans la salle à la hauteur de Sougreil, ont trouvé un pot de terre qui contenait 2,5 kg de médailles religieuses de l'époque de Béranger Saunière. Ils les ont remises à la municipalité, ici qui va les exposer dans le musée. Il doit y avoir plus de 1500 ou 2000 médailles religieuses. C'est une collection qui date des années entre 1850 et 1880. Voilà une petite parenthèse, comme quoi parfois on trouve des choses étonnantes encore par ici. Et Béranger Saunière dit à ses ouvriers, non, c'est sans valeur, ce sont des médailles religieuses. Donc, effectivement, il y a bien eu un premier trésor qui a été trouvé, et ça tombe à pic. Ça va bien l'aider. Ça va bien l'aider dans ses travaux. Et à partir de ce moment-là, Saunière sait qu'il est sur la trace. Il sait qu'effectivement, il y a quelque chose à découvrir, et à partir de ce moment-là, il va le regarder différemment. Il va se rendre dans le cimetière, on va le découvrir la nuit, on va le surprendre la nuit en compagnie de Marie Deslarnau, en train de profaner la plupart des tombes du cimetière, et en particulier celle de la marquise de Poule de Blanchefort. La dalle de la marquise de Poule de Blanchefort, qui avait été rédigée par le prêtre Bigoud, curé de la paroisse pendant la Révolution française, représentait un texte codé que Béranger Saunière va être capable de déchiffrer et qu'il va ensuite effacer pour que derrière lui, on ne puisse pas le suivre. Une plainte va être déposée par la mairie, c'est une attitude curieuse pour un prêtre exemplaire que de profaner les tombes de son propre cimetière. Et à partir de ce moment-là, Saunière, qui a eu le temps de faire ce qu'il avait à faire et qui a eu le temps de découvrir ce qu'il avait à découvrir, ne va plus s'intéresser au cimetière, et chronologiquement, c'est à partir de cette époque-là qu'on va le voir tous les matins partir, avec sur le dos une hotte de vendangeur, et lorsque le soir il revient fourbu, crotté, rempli de boue, avec Marie Deslarnau qui trottine toujours derrière, et que quelqu'un s'avise
de lui demander qu'est-ce qu'il va bien faire dans la campagne avec cette hotte, Saunière explique qu'il va chercher des cailloux, des pierres pour construire une grotte de Lourdes. Et effectivement, il a dans sa hotte des grosses pierres, et il va construire une grotte de l'autre qui est toujours, du moins ce qu'il en reste, à côté du calvaire ici. Il aurait été intéressant de savoir ce qu'il y avait sous ces pierres. Ça va être l'époque faste, ça va être l'époque où Béranger va se mettre à dépenser sans compter. Il a le sens des priorités, il commence par la restauration de l'église, tout le monde la connaît, il y a dépensé des fortunes. Et puis ensuite il va songer à lui, il va se construire cette ville-là, juste en face du presbytère où il habite. Il continuera d'ailleurs d'habiter, il n'occupera la villa il n'utilisera la villa que pour loger ses invités. Et puis ce merveilleux domaine, ce jardin dans lequel vous êtes, le jardin d'en face avec le belvédère, la tour Magdala. Et curieusement, on va voir cet homme qui était quelqu'un de facile d'abord, de jovial, qui participait aux fêtes du village, qui participait aux vendanges, qui participait aux moissons, progressivement se retirer de la vie publique, se renfermer sur lui-même. On a le sentiment qu'à partir de ce moment-là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il a trouvé ce qu'on lui avait demandé de trouver et dont il a inévitablement pris connaissance, n'importe lequel d'entre nous en aurait fait autant, à partir de ce moment-là, il a sur ses épaules un fardeau, un secret beaucoup trop lourd à porter. On sent que c'est un homme de foi qui est ébranlé, on sent qu'il est perturbé. Des petits détails le prouvent. Il continue de recevoir énormément, il se met malheureusement à boire de plus en plus, il s'enferme dans la tour Magdala à longueur de journée, ça n'est plus le même homme. Et tout en ayant ce secret trop lourd à porter pour lequel il a promis de garder le silence, puisqu'on le paye généreusement pour cela, il va truffer son domaine et son église de signes. On a le sentiment qu'il cherche à dire quelque chose à ceux qui sont capables de le comprendre, à ceux qui sont capables peut-être de recevoir et d'encaisser le choc de la nouvelle qu'il a lui-même si fortement perturbé. Mais quelle pouvait être cette révélation, de quelle nature pouvaient être ces documents, si cette théorie est exacte? Parce que, une fois de plus, restons modestes, je n'affirme pas vous asséner la vérité, toute la vérité sur l'affaire Saunière, ça n'est qu'une théorie. Mais si c'est le cas, si effectivement Saunière a mis le doigt sur quelque chose, de quoi pouvait-il s'agir? Et lorsqu'on sait que ces commanditaires sont les Habsbourg, et lorsqu'on sait que les Habsbourg sont les protecteurs de Rome, on peut difficilement éviter d'imaginer qu'il ne s'agisse d'un secret ou d'une révélation présentant un danger au niveau de la religion catholique. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il s'agisse de documents authentiques, mais qui peuvent de toute façon représenter un danger. Je ne dirai pas plus loin dans ce genre d'explication, mais il y a des tas de signes, d'autres s'en chargent pour moi, avec beaucoup plus de succès. Vous voyez le succès planétaire du Da Vinci Code, et vous comprendrez à quoi je fais allusion. Mais c'est vrai qu'on peut difficilement éviter d'y penser, quand on voit avec quelle insistance Béranger Saunière nous ramène constamment à Sainte-Marie-Madeleine. Et c'est vrai qu'on peut voir dans cette direction-là, il y a de fortes chances pour que ce soit autour de cela. Mais comment le prouver, comment l'affirmer, il faut rester extrêmement prudent. D'ailleurs, ça dit au passage, je ne l'ai vraiment pas fait exprès, je m'en suis rendu compte il y a 48 heures. Nous sommes aujourd'hui le jour de la Sainte-Marie-Madeleine. C'est amusant. Hasard des choses. Encore un hasard. La vie est faite de hasard. Un point sur lequel je voudrais revenir, très important. Je vous ai dit que on savait dans l'entourage de la famille royale de France et dans l'entourage des Habsbourg qu'il y avait ici, à Rennes-le-Château, quelque chose d'important qui était caché, qui ne devait pas tomber entre toutes les mains. D'accord. Mais comment le savait-on? Je me suis posé la question, j'ai essayé de comprendre. Et là, j'ai découvert, et je ne suis pas le premier à l'avoir découvert, c'est de notoriété publique, que le précepteur du comte de Chambord, ce futur Henri V qui aurait dû régner comme roi de France et qui a refusé l'accession au trône sous, dit-on, le prétexte qu'il ne voulait pas du drapeau tricolore, on en restera à cette explication officielle, l'histoire étant écrite par les vainqueurs, on va s'en contenter, ça nous permettra d'aller plus vite, mais c'est quand même plus subtil que cela. Chambord, lorsqu'il avait 13 ans, avait un précepteur général qui s'appelait le duc de Bazas, et Bazas avait choisi, parmi les professeurs qui allaient enseigner à cet adolescent,
avait choisi un homme qui portait un nom qui va vous dire quelque chose. Il s'agissait d'un Decool de Blanchefort. C'est-à-dire que l'un des précepteurs du comte de Chambord, duc de Bordeaux à l'époque, était un membre de cette famille dont le château roule en ruine ici, à quelques centaines de mètres. Cette famille au sein de laquelle il est possible qu'un secret ait été gardé pendant longtemps. On sait de quelle façon les documents, peu de temps avant la Révolution française, lorsque la marquise de Blanchefort est morte, ces documents ont été transmis au curé de la paroisse. Et je pense que ce précepteur a pu raconter à son élève, peut-être futur roi de France, mais de toute façon prétendant au trône de France, je pense que ce précepteur a pu lui raconter ce qui s'était passé dans son village de Rennes-le-Château, origine de sa famille, à l'époque de la Révolution française. Et que s'est-il passé ici à cette époque-là? Eh bien, l'abbé Bigoud, qui était curé de la paroisse, a été contraint en 1793 de s'exiler. C'est l'année où la République exige des prêtres qu'ils prêtent serment. Bigoud est royaliste. C'est amusant cette lignée de prêtres royalistes ici à Rennes-le-Château. Autre hasard. Bigoud refuse de prêter serment. C'est un prêtre, c'est ce que l'on appelait un prêtre réfractaire, et à partir de ce moment-là, sa vie est en danger. Il doit s'exiler et il va rejoindre son évêque et d'autres prêtres qui se sont enfuis, qui se sont mis à l'abri en Espagne, en Catalogne, à Sabadell, à côté de Barcelone. Sabadell, maintenant, ça fait partie de la grande banlieue de Barcelone. À l'époque, c'est un gros bourg éloigné du centre-ville. Et Bigoud, 10 ans plus tôt, avait reçu des mains de la marquise de Blanchefort, peu de temps au moment où elle rendait l'âme, elle lui avait remis les archives de la famille. Elle lui avait aussi remis, paraît-il, les liquidités, les bijoux, etc. Bigoud se trouve donc dépositaire de quelque chose qui a transité pendant des générations dans ce village, dans ce château. Ces archives, il les garde précieusement, et lorsqu'il doit s'exiler, il est logique de penser qu'il va les dissimuler. On imagine mal qu'en pleine révolution, sur des routes peu sûres, il l'ait emporté avec lui. En plus, c'est un homme âgé, en mauvaise santé. Il est tout à fait logique de penser qu'il ait caché tout cela. Il est lui-même relativement aisé. Il a reçu en dépôt les biens d'un certain nombre de familles aristocratiques de la région qui, lorsque ça commence à chauffer en 1790-1791, décident déjà de s'exiler, font confiance à ce prêtre et n'imaginent pas qu'un jour on pourrait s'en prendre à la vie d'un prêtre. Ils pensent que leur argent est en lieu sûr et que lorsque les temps se seront calmés, ils reviendront d'exil et Bigoud ou son successeur lui remettront les dépôts qui ont été faits. Mais malheureusement, Bigoud se trouve dans l'obligation de s'exiler. Et je pense que c'est lui qui a dissimulé un petit peu partout, dans son église, dans le cimetière, dans le presbytère, qui a fait des dépôts successifs qui ramenaient de l'un à l'autre, de façon à limiter les risques de découverte fortuite. Il n'a pas tout mis au même endroit. Et ce sont ces messages que Béranger Saunière va découvrir. Et je pense que c'est cette histoire que ce Decool de Blanchefort, qui était précepteur du futur roi de France, Henri V, va raconter à son élève. À partir de ce moment-là, Henri V, comte de Chambord, va en parler à son épouse quelques années plus tard lorsqu'il sera marié, et après sa mort, celle-ci se met en tête de trouver quelqu'un. Il lui faut un homme de confiance. Elle s'en ouvre au marquis de Chef-de-Bien qui est à Narbonne. J'imagine, là, ce n'est pas, c'est de la politique fiction, hein, mais j'imagine que ça a pu se passer comme ça. Elle s'en ouvre à Chef-de-Bien qui est un homme de terrain, qui est une vieille famille d'ici, en lui disant, écoutez, dans votre région, il y a quelque chose d'explosif, il faut absolument mettre la main dessus, trouvez-moi quelqu'un de confiance pour mettre la main sur ces papiers. C'est dans une petite commune qui s'appelle Rennes-le-Château. Le précepteur de mon mari, lorsqu'il était adolescent, lui a raconté une histoire incroyable, et si ces documents tombent dans le domaine public, eh bien, ça peut créer un certain nombre de remous. Et je pense que c'est comme ça. Je pense que c'est comme ça que les choses se sont passées. C'est une hypothèse. Elle vaut ce qu'elle vaut. On peut avoir envie d'y croire. Moi, je ne vous demande pas personnellement d'y croire. Ça tient la route. Je vais dire que ça tient la route. Des erreurs, il y en a. Des imprécisions, il y en a. Cette histoire, je l'ai forgée, bâtie, en l'ayant racontée des milliers de fois à des groupes de 30, 40 visiteurs, à longueur de journée. Elle a été polie auprès du public, et ce sont eux qui m'ont réclamé, qui m'ont souvent dit, mais pourquoi vous n'écrivez pas un bouquin là-dessus? Alors j'ai dit, bon, écoutez, un de ces jours, quand j'aurai le temps, je le ferai peut-être. Et bon, voilà.
Ça c'est fait. Revenons à Béranger Saunière. Sa fin n'est guère gai. Il va mourir en 1917, en pleine guerre, première guerre mondiale. Ça fait déjà 3 ans qu'il n'a plus d'argent, chose curieuse. Et c'est un élément qui prêche en faveur de ma théorie, c'est-à-dire qu'effectivement, si son argent se trouve au-delà des frontières à Budapest, il se trouve à ce moment-là dans les lignes ennemies, et il est certain que ça pose un problème pour aller le recueillir. D'autant plus que, manquant d'argent, il continue malgré tout de faire des projets. Il a des projets grandioses, on a des lettres qui datent de cette époque-là, qu'il échange avec son architecte. Il envisage de faire d'énormes dépenses, or il ne peut pas subvenir à ces dépenses quotidiennes. C'est une attitude curieuse pour quelqu'un qui donne l'impression d'être fauché, d'être ruiné. En fait, tout simplement, je pense qu'il était simplement momentanément gêné, mais il savait que son argent était à l'abri, que pendant ce temps-là, il produisait des intérêts, et qu'il suffirait par la suite d'aller le recueillir. D'ailleurs, je me demande, quand je vois comment il opérait, quand je vois avec quelle parcimonie il dépensait son argent, quand je vois comment il était précautionneux, comme il faisait refaire les devis 2 ou 3 fois, comme il discutait les factures, c'est pas quelqu'un de dispendieux du tout, Béranger Saunière. C'est quelqu'un même à la limite de l'avarice. Et je me demande si ce n'est pas, c'est ce qui nous entoure ici, ce domaine, ce belvédère. C'est pas Vaux-le-Vicomte, c'est pas Versailles, c'est beaucoup pour un petit curé de campagne. Mais en fait, je me demande si ça n'a pas été simplement construit avec les intérêts de son capital. Et si son capital n'est pas resté intact là-bas, dans une banque de Budapest, à la banque Fils d'Orge ou dans une autre. Ça serait pas du tout impossible. Ça serait pas du tout impossible. C'est une possibilité. Donc Saunière va en fait mourir en 1917. Il souffre une attaque en sortant de la tour Magdala le 17 janvier, comme par hasard. C'est une date où il se passe beaucoup de choses à Rennes-le-Château, le 17 janvier. Quelques jours plus tard, il meurt, il retrouve ses esprits. Il a le temps de se confesser à l'abbé Rivière qui monte d'Espéraza. La légende veut que l'abbé Rivière en soit sorti absolument bouleversé, que la confession ait duré des heures et qu'il était tellement bouleversé qu'il n'a pas administré les derniers sacrements à Béranger Saunière, oublie qu'il va réparer post-mortem. Béranger Saunière a été enterré avec les sacrements de l'Église, mais après sa mort. De même que les punitions qu'il pesait sur lui vont être levées in articulo mortis, c'est-à-dire au moment de mourir. Marie Denarnaud, qui a accompagné Béranger toute sa vie, qui a vécu un véritable rêve dans le sillage de ce prêtre, va se conduire en véritable veuve. Elle va le visiter toutes les nuits, chose curieuse, toutes les nuits au cimetière. Quelques années plus tard, un certain nombre d'années plus tard, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Marie va faire la connaissance de la famille Corbu. Noël Corbu va se rendre acquéreur de ce domaine. La famille va s'occuper de Marie, et Marie disait, paraît-il régulièrement, à Noël Corbu, « Ah, monsieur Corbu, monsieur Noël, vous avez été bien bon avec moi, et avant de mourir, je vous révélerai un secret qui vous rendra riche. » D'aucuns rajoutent « t'es puissant », mais là, paraît-il, ça s'arrêtait à « qui vous rendra riche ». Que savait-elle? Je pense qu'elle savait tout. Je pense qu'elle savait où était l'argent. Je pense qu'elle ne voulait pas y toucher. Elle a vécu chichement. Elle parvenait à payer ses énormes impôts fonciers tous les ans avec difficulté, mais elle y parvenait. Elle a vendu beaucoup de choses qui ont quitté le domaine, dont la bibliothèque de l'abbé, ça c'est regrettable. Et Marie va vivre dans le souvenir de ce prêtre, et elle-même va s'éteindre en 1953, à l'âge de 84 ans, ce qui est très récent. Voilà ce que rapidement je peux vous dire. Maintenant, je pense qu'il y aura un certain nombre de questions qui vont suivre. Je vous remercie. Je ne suis pas à répondre à toutes vos questions dans la mesure où vous en aurez la possibilité. Merci. Action, ça tourne. Je me présente, René Choix, votre serviteur ce soir. Je vais vous présenter le conférencier, d'ailleurs je ne vais pas vous le présenter, vous le connaissez tous. C'est monsieur Jean-Luc Robin, qui cette année encore récidive avec un nouvel ouvrage,
je me rappelle plus du titre. Oui, le petit livre rouge. Ça n'a rien à voir avec Mao Tse-tung, mais il est intéressant. D'abord parce que c'est un ouvrage presque sociologique, il questionne pas mal de gens dans la région, surtout Madame Sauzette, que j'aime bien. C'est génial. Et puis, il parle aussi du Da Vinci Code. Alors ça a relancé l'histoire de Rennes. S'il y a des gens par la suite, à l'issue de la conférence, qui veulent poser des questions sur le Da Vinci Code et sur Rennes, le château, Monsieur Robin est un spécialiste, un chercheur, et en plus, entre-temps, restaurateur. Merci. Bravo. Merci René. Bonsoir. Merci d'être une fois de plus, malgré ce temps incertain, venus si nombreux. La pluie en a découragé certains, mais la crème de la crème est là. Merci beaucoup, j'espère que vous passerez une bonne soirée. Merci René pour cette présentation. Effectivement, le livre en question s'appelle « Mon village à l'heure du Da Vinci Code ». C'est une idée de mon éditeur qui m'a demandé de rédiger ce livre que j'ai fait l'hiver dernier. On s'inspire d'un ouvrage déjà bien connu qui s'appelait « Mon village à l'heure allemande ». Évidemment, ça n'a rien à voir, mais c'est une autre sorte d'occupation. Le Da Vinci Code a relancé, mettez-vous à l'abri, la pluie retombe. C'est la première fois que je fais une conférence dans des conditions pareilles. Et après tout, c'est stimulant. Donc le Da Vinci Code a relancé Rennes-le-Château pour une cinquantaine d'années. C'est pas arrivé par hasard. C'est pas arrivé par hasard, ça devait arriver. L'histoire ronronnait depuis quelque temps. Vous savez que ça fait une douzaine d'années que je suis ici, à Rennes-le-Château. Les 6 premières années dans le domaine de la Bessonnière, ce qui m'a permis d'approcher la personnalité de cet homme étonnant. J'avais ses archives à ma disposition, j'étais entouré de ses meubles, de ses objets. J'ai dormi dans des chambres qu'il a traversées, où il a dormi, dans une chambre où il a passé ces derniers instants, où on est venu le veiller. Et j'ai eu le sentiment parfois d'être très près de cet homme. J'ai cherché à cerner sa personnalité plus qu'autre chose. Je n'ai pas tellement cherché à savoir s'il avait ou non trouvé un trésor. Lorsque René me présente comme étant un chercheur, je pense qu'au terme de chercheur, nous n'appliquons pas exactement la même signification. Je crois que tu n'es pas un chercheur, tu es un trouveur. Je n'ai pas trouvé non plus. J'ai essayé de comprendre, tout simplement. J'ai essayé de comprendre et je me suis forgé une idée sur cette affaire. J'ai développé une théorie. Elle vaut ce qu'elle vaut. Si demain quelqu'un me démontre par A plus B que je me suis complètement trompé, rassurez-vous, j'en ferai pas pour autant une dépression nerveuse. Mais elle a l'avantage au moins de, comme on dit, de tenir la route. Lorsqu'on lit ce que j'ai pu développer, et lorsque j'avance d'ailleurs de jour en jour, je me rends compte que des éléments viennent corroborer ma thèse, on a envie d'y croire, tout simplement. Mais pour autant, je ne suis pas là pour prêcher, ni pour vous dire, voilà, j'ai trouvé la vérité. Comme beaucoup de livres qui paraissent sur Rennes-le-Château, qui en général disent, tous les autres ouvrages sont des ordures, mon livre va enfin vous asséner la vérité. Non, je n'ai pas cette prétention-là. J'ai essayé de comprendre, tout simplement parce que je suis arrivé ici, disons par hasard. Je me suis intéressé à cette affaire parce que le hasard de la vie m'a amené dans le domaine de la Bessonnière, que j'ai décidé à l'époque, tout simplement pour gagner ma vie, de l'ouvrir au public, et qu'à ce public, il fallait bien raconter quelque chose. Je me suis basé sur les écrits de Saunière, je l'ai suivi pas à pas, et je pense que j'ai compris un petit peu ce qui s'était passé dans la tête de cet homme, qui était d'une envergure, je pense, extraordinaire. Ça n'était pas un pion, ça n'était pas une marionnette manipulée, je pense que c'était quelqu'un qui suivait son propre destin, qui vivait sa propre aventure, qu'il a vécu jusqu'au bout, et croyez-moi, ça n'a pas été facile tous les jours pour lui. Et croyez-moi, ça n'est pas facile tous les jours à Rennes-le-Château, je peux vous le dire. Depuis 12 ans, c'est une lutte continuelle pour rester ici. On a le sentiment certaines fois, que des forces s'obstinent à vous extraire de cet endroit. Mais rassurez-vous, on tiendra le coup. Quoi qu'il en soit, et quoi qu'il nous tombe sur la tête. Le Da Vinci Code, 50 millions d'exemplaires. Dan Brown, l'auteur lui-même, n'en revient pas.
suis persuadé qu'il ne s'attendait pas à un tel succès. C'est un petit peu comme quand on gagne au loto. Dan Brown était un auteur besogneux qui avait produit un certain nombre d'ouvrages. Des ouvrages qui aux États-Unis tiraient à 4 ou 5 000 exemplaires, ce qui représente pour un pays de cette importance un tirage tout à fait minime. C'est comme si on parlait de 500 exemplaires en France. Et puis tout d'un coup, il sort Da Vinci Code et ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que ça correspond à un véritable phénomène de société. Et c'est là qu'il faut s'interroger. Il faut s'interroger sur notre époque. Une époque de doute. Les gens remettent en cause beaucoup de choses, s'interrogent. On nous a enseigné l'histoire, et l'histoire religieuse d'une certaine façon, et tout d'un coup tout cela est remis en cause. On se dit, finalement on nous a raconté de belles histoires, mais ça ne s'est peut-être pas passé de cette façon-là. Et Dan Brown nous assène comme une vérité première, une grande nouvelle. Jésus-Christ et Marie-Madeleine auraient été époux et femmes, ils auraient eu une descendance. Attendez, moi quand j'ai commencé à lire ça, ça m'a titillé. Je me suis dit, j'ai déjà lu ça quelque part. Je me suis rappelé de l'ouvrage, bien sûr, incontournable, écrit par notre ami Henry Lincoln, ici présent, que je tiens à saluer, et qui porte sur ces... Je vous en prie, allez-y. Henry est terrifié par ce qu'il a déclenché. Comme je l'ai dit la semaine dernière, à l'issue de sa conférence, je pense qu'il a un peu l'impression d'avoir joué les apprentis sorciers, d'avoir allumé une mèche, et il se demande à quel moment le baril de poudre va exploser. L'énigme sacrée est un ouvrage qui a connu en son temps, il y a 23 ans, à peu près le même succès que le Da Vinci Code et qui a suscité les mêmes polémiques. Les bus de Londres étaient couverts d'affiches, l'énigme sacrée. Le clergé prenait parti, les gens se disputaient, c'était la conversation de tous les soirs, on parlait de l'énigme sacrée. Vous croyez vraiment que Jésus est Marie-Madeleine? Vous croyez vraiment que Jésus est Marie-Madeleine? Et puis, il a ouvert cette affaire, Rennes-le-Château, au monde entier. Avant lui, Gérard de Sède, à qui il faut rendre hommage, avait révélé cette histoire au public français dans son ouvrage L'or de Rennes, l'or maudit, un excellent ouvrage, un très bon livre à lire, un très beau roman. Je tiens au terme de roman parce que pour moi ça reste malgré tout un roman, mais c'était un excellent livre. Gérard de Sède a mis sur le chemin de Rennes-le-Château des hordes de chercheurs, dont notre ami René fait partie, des chercheurs qui cherchent. On n'a que ça ici, on n'a pas de chercheurs qui trouvent, ils n'ont jamais rien trouvé. Mais ils cherchent encore. Et ce qui les intéresse, c'est la quête, c'est la recherche. Comme je l'ai dit une fois, le désastre, la catastrophe, ça serait qu'il y en ait un qui trouve un jour. Et qu'il arrive à nous dire, voilà, le trésor de la Bessonnière. Mais entre nous, ils sont quand même un peu naïfs. Ils cherchent un trésor qui a déjà été trouvé. Alors j'aimerais qu'on m'explique. Alors bien sûr, les plus acharnés me disent, mais non, t'as rien compris. La Bessonnière, j'ai rien compris. Je sais, René, que j'ai rien compris. La Bessonnière a mis la main sur quelque chose de tellement énorme qu'il en reste. Il n'en a prélevé qu'une partie. Et nous, on va trouver le reste. Alors, ben les gars, je vous souhaite bonne chance. Hein. Merci. Comptez pas trop sur moi pour vous accompagner. En attendant, ça vous fait de l'exercice. Ça fait de bonnes soirées entre copains, de bonnes beuveries. Et c'était toute l'atmosphère de Rennes-le-Château. Rennes-le-Château, jusque-là, dans les années 60 et jusqu'il y a encore une quinzaine d'années, c'était un petit peu le repère des rêveurs. Le repère de gens qui venaient l'été, qui se retrouvaient, qui poursuivaient une quête, un peu dans l'esprit Club des 5, Signe de piste, Bob Moran. C'était un petit peu ça, Rennes-le-Château. C'était des soirées extraordinaires que beaucoup regrettent. Les temps changent, les choses évoluent, et à l'heure actuelle, c'est devenu autre chose. Je ne sais pas si c'est pour le mieux, si c'est pour le pire, mais je me rends compte, en étant ici, au centre du phénomène, que les questions qu'on nous pose ne sont plus les mêmes. Il y a encore 2 ans, avant que le Da Vinci Code ne paraisse, les questions tournaient toujours autour du trésor. Vous pensez que la Bessonnière a trouvé un trésor?
qu'est-ce qu'il a trouvé comme trésor? Vous pensez qu'il en reste encore? Vous pensez qu'on va trouver le trésor de la Bessonnière? Est-ce que vous l'avez trouvé, le trésor de la Bessonnière? Est-ce que vous cherchez le trésor de la Bessonnière? Est-ce qu'il y a encore des chercheurs qui fouillent la campagne avec leur poêle à frire pour trouver le trésor de la Bessonnière? Voilà les questions qui revenaient sans arrêt. Maintenant, les questions dans l'ensemble sont différentes. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ était l'époux de Marie-Madeleine? Est-ce que vous pensez qu'ils ont eu une descendance? Est-ce que vous pensez qu'ils sont venus à Rennes-le-Château? Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ et Marie-Madeleine sont enterrés sous l'église de Rennes-le-Château? Est-ce que vous pouvez nous montrer la maison de Marie-Madeleine dans Rennes-le-Château? C'est des questions auxquelles il est difficile de répondre, surtout pour leur montrer la maison de Marie-Madeleine dans Rennes-le-Château. Autre phénomène étonnant dont je me suis rendu compte il y a très peu de temps, c'est que dans la grotte de l'Aude qu'a construit la Bessonnière et sur le tronc des offrandes de l'église, s'empilent des centaines et des centaines de petits papiers de demande de grâce. Sainte Marie-Madeleine, faites que je sois reçu à mon examen. Sainte Marie-Madeleine, faites que mon mari soit guéri. Faites Sainte Marie-Madeleine, faites que mon compagnon revienne, etc. C'est nouveau, ça n'avait jamais existé. Voilà à quoi on assiste à l'heure actuelle. Alors dans ce livre, que j'ai écrit relativement vite, je suis revenu sur les diverses théories qui entourent cette affaire, je suis revenu sur l'évolution de cette histoire, cette histoire a 50 ans. Elle a démarré en 1956, vous le savez, avec ces fameux articles qui sont parus dans la Dépêche du Midi. D'un seul coup de pioche dans le pilier du maître-autel, la Bessonnière met à jour le trésor de Blanche de Castille. Et c'était parti. Ça fait 50 ans que Noël Corbu a pratiquement dicté ces mots à Salamon qui avait écrit cet article. Et depuis 50 ans, les choses ont bien évolué. D'une quête de trésors, à l'époque c'était le trésor de Blanche de Castille, entre-temps on a fait le tour d'à peu près tous les trésors perdus de France et de Navarre, le trésor des Templiers, le trésor du Temple de Jérusalem, le trésor d'Alaric. Tous les trésors perdus se sont retrouvés à Rennes-le-Château, et puis maintenant on arrive sur une phase beaucoup plus mystico, dingo, religieuse. Peut-être qu'on est dans la vérité, je ne sais pas, moi ça me paraît absolument étonnant. Ce qui me fascine, voyez-vous, dans cette histoire, c'est ce mythe auquel vous tous ici présents participez ce soir, auquel je participe en écrivant ces bouquins, en faisant ces conférences, en organisant ces rencontres. On a l'impression que de jour en jour, ça gonfle. Et maintenant, on est arrivé à quelque chose de quasiment planétaire. Rennes-le-Château est connu du monde entier. Savez-vous que l'an dernier, il est venu plus de 40 équipes de télévision du monde entier à Rennes-le-Château pour filmer, faire des reportages. Parce qu'évidemment, on a découvert que, et on peut le dire, sans Rennes-le-Château, il n'y aurait jamais eu de Da Vinci Code. Donc, les journalistes viennent à la recherche des origines du Da Vinci Code et ils débarquent à Rennes-le-Château. États-Unis, Corée du Sud, Japon, du monde entier, on est dans ce livre, j'ai voulu donner la parole aux gens du village. Je suis... Attendez, ça va finir par s'électrocuter. Je suis allé à leur rencontre, je leur ai posé des questions, j'ai été très bien reçu. Vous savez, ces gens-là, ils sont 26 habitants dans ce village, 120 000 visiteurs, 4 750 visiteurs par habitant. C'est énorme. Ça bouleverse la vie d'un petit village comme ça. Et puis alors ils voient passer ces touristes, ils voient passer ces équipes de télévision qui arrivent avec leurs générateurs, qui tirent des gros câbles, qui branchent des gros projecteurs, qui interrogent des gens qui n'ont jamais vu, qui sont chez eux des personnalités célèbres, des reporters connus, qui viennent s'exprimer sur Rennes-le-Château, des vedettes qui débarquent. Et puis ils sont là, ils traversent les rues, leur clope au bec, les seaux à la main, ils les regardent, on les regarde passer, on ne fait pas attention à eux, ils n'existent pas, on ne leur pose jamais la moindre question. Et pourtant Dieu sait s'ils en ont des choses à dire. Ils en ont des choses à dire, ils en ont beaucoup sur le cœur. Leurs grands-parents ont vécu cette histoire. Cette histoire n'est pas si vieille que ça. Leurs grands-parents étaient enfants de chœur de la Bessonnière, carillonneurs de la Bessonnière. Leur père a enterré la Bessonnière. C'est une histoire très proche. On ne leur demande jamais leur avis. Alors je suis allé vers eux et puis je leur ai tout simplement demandé. Donc dans ce livre, vous trouverez effectivement un certain nombre d'entrevues d'habitants du village qui s'expriment sur les inconvénients et les avantages qu'ils espèrent pouvoir en retirer, mais les inconvénients sont quand même beaucoup plus palpables. Imaginez, 26 habitants, des gens âgés, un petit village perdu en haut d'une colline, et puis tout d'un coup le monde entier qui débarque chez vous, qui vous regarde pas,
mais vous faites partie des murs, vous faites partie plus ou moins du paysage, et bon, en général, plutôt, on vous ignore. Seulement, vous ne savez plus où garer votre voiture. Vous mettez un quart d'heure pour descendre, pour traverser le village qui ne fait que 300 mètres. Tout ça, ça crée évidemment des nuisances. C'est ce qui revient en général. Au niveau des nuisances, c'est le problème de circulation, c'est le problème du monde, etc. Autrefois, c'était plutôt les chercheurs, c'était les copains, c'est ceux qui maniaient la dynamite, là, qui faisaient des petits trous de ci, de là. À l'époque où Rennes-le-Château était ouvert aux chercheurs. Il y a quelque temps, j'ai feuilleté, un ami a collectionné tous les articles de presse locale des années 60 sur Rennes-le-Château. Mais c'est extraordinaire de voir l'évolution des mentalités. Dans ces articles, vous voyez des photos de chercheurs qui se prétendent archéologues, qui se prétendent chercheurs patentés, etc., en train de soulever des dalles dans le cimetière, en photo, on les voit, en train de soulever des dalles dans l'église, en train d'utiliser les premiers détecteurs de métaux. C'était des appareils qui faisaient 80 cm de diamètre et qui arrivaient péniblement à vous détecter une pièce sous un petit caillou. On les voit. Ils s'expriment, ils cherchent ouvertement, ils font des trous. C'est sûr qu'à l'heure actuelle, on ne pourrait plus se permettre de faire ça. Mais c'était l'esprit de l'époque. On sait même que le maire de l'époque, qui était un gendarme en retraite, et qui, pour arrondir ses fins de mois, représentait une maison d'explosifs et vendait de la dynamite. Vous savez qu'on utilise beaucoup la dynamite pour dessoucher les vignes et creuser des trous pour les planter, fournissait la dynamite aux chercheurs. Voilà, ça c'était le Rennes-le-Château, franchouillard, copain, qui existait. C'est une autre époque. C'est une autre époque que nos amis chercheurs de trésors regrettent. J'espère qu'un jour on les enfermera pas dans un parc pour leur donner des cacahuètes et montrer aux petits-enfants, tiens regarde mon grand, c'était ça un chercheur. C'est une époque qu'Henry et aussi Henry Lincoln regrettent. C'est vrai que c'est 30 ans de sa vie qu'il a passé ici. C'est tout un pan de son existence et puis c'est des millions de gens qui se sont intéressés à cette affaire grâce à lui. Le temps passe, le temps avance. Vers où allons-nous? Je n'en sais trop rien. Mais on est de toute façon en face d'un phénomène, je pense que nous ne maîtrisons plus. Un phénomène qui nous dépasse totalement. Un phénomène que l'on ne pourra pas endiguer, qui va certainement nous dépasser, et je ne serais pas étonné qu'on nous fasse un jour ou l'autre une découverte extraordinaire, vraie ou fausse, qui va satisfaire la curiosité. Les gens sont persuadés qu'ici, il y a quelque chose d'extraordinaire, un grand secret de l'humanité caché. Les plus difficiles à convaincre de cela, c'est encore les habitants du village. Ils hausseront les épaules en vous disant « toutes ces histoires, c'est que des conneries ». Je ne vais pas prendre beaucoup plus de votre temps. On va lancer rapidement un débat et il me sera beaucoup plus facile de répondre à vos questions. Si vous voulez qu'on aborde les aspects, ce que je pense de cette affaire, comment je pense que la Bessonnière s'est effectivement enrichie. Je n'ai pas voulu y revenir parce que c'était déjà le thème de ma conférence l'an dernier. J'y reviens bien sûr rapidement dans ce dernier ouvrage parce qu'il faut bien faire un retour. Et je suis prêt bien sûr à répondre à vos questions et j'espère qu'elles seront nombreuses. Merci beaucoup et la parole est à vous. Pardon. On a dit aussi que la Bessonnière avait trouvé l'argent parce qu'il faisait des messes beaucoup plus chères qu'il n'aurait dû. Alors est-ce que c'est la vérité ? Alors là, je peux être beaucoup plus précis que sur le 17 janvier, parce que vous pensez bien que c'est une question que je me suis posée et qu'on m'a souvent posée. Alors, pour répondre très précisément à votre question, la Bessonnière encaissait des messes, mais au tarif officiel, pas plus cher qu'elle ne devait être payée. C'est-à-dire que le tarif au départ, au début de son activité, était d'1 franc, et il est passé ensuite à 1,50 franc. Pour vous donner une idée, à l'heure actuelle, une intention de messe coûte environ 15 €. À l'époque de la Bessonnière, un prêtre n'avait pas le droit de célébrer plus de 3 messes payées par jour. À l'heure actuelle, ce nombre a été réduit à une messe. Et je peux vous garantir que les quelques curés qui restent à l'heure actuelle aimeraient bien encore avoir une messe à célébrer par jour, moyennant 15 €. Les messes, c'est une coutume bien établie.
vous pouvez approcher un prêtre. Je tiens toujours à revenir là-dessus parce que pour beaucoup, cette notion de trafic de messe, puisque c'est de ça qu'il s'agit, est quand même souvent assez vague. Qu'est-ce que le trafic de messe? Bon, on peut parfaitement approcher un prêtre et lui demander de célébrer une messe à une intention précise. En général, c'est souvent pour le repos de l'âme d'un être aimé. Le jour de l'anniversaire de sa mort, on demande à ce qu'une messe soit célébrée. Bon, cette pratique existe toujours, vous pouvez parfaitement approcher un prêtre et lui demander cela. Si vous allez à Lourdes, dont je parlais tout à l'heure, vous avez des petites guérites où se tiennent des greffiers avec des grands registres, ils encaissent votre chèque et ils enregistrent vos messes et elles seront dites un jour ou l'autre. Voilà ce que c'est que les intentions de messe. Lorsqu'un prêtre encaisse plus de messes qu'il ne peut en dire ou ne les célèbre pas, il y a effectivement trafic. Béranger Saunière a été accusé par son évêque, il a été condamné par le tribunal ecclésiastique sous l'accusation de simonie, c'est-à-dire, et le chef principal de l'accusation étant donc le trafic de messe. La simonie, c'est le trafic de biens d'église. Il s'est assez mal défendu. Il avait un avocat, l'abbé Huguet, qui l'a en fait mené en bateau et qui l'a spolié quelque part en lui faisant croire qu'il était un grand avocat et qu'il avait ses entrées à la cour de Rome, ce qui semble absolument faux en fait. Je pense que l'abbé Huguet s'est payé du bon temps avec l'argent de l'abbé Saunière et que Saunière a été un petit peu la victime d'Huguet. Et Saunière va être condamné. Il se défend très mal. Et lorsque son évêque lui demande de présenter ses comptes de messe qu'il devait tenir, Béranger Saunière dit « Je ne tiens pas de compte de messe. Je n'ai pas de compte pour la bonne et simple raison que je n'encaisse aucune messe. Les habitants de Rennes-le-Château sont bien trop pauvres, ça c'était vrai, pour demander des intentions de messe. » Il mentait effrontément lorsqu'il a dit ça. Parce que ces comptes, je les ai eus entre les mains, ils étaient parfaitement bien tenus, d'une toute petite écriture en pâte de mouche. J'en ai fait le total. Mon ami Buchholzer, dit Octonovo, qui va faire paraître un livre très bientôt sur la question parce que les comptes qui avaient disparu sont réapparus brusquement, est d'accord avec moi sur le nombre de messes qui a été encaissé, et effectivement il est faramineux, 110 000 messes. 110 000 messes multipliées par 15 €, pour mettre les choses à l'heure actuelle, ça fait une somme conséquente et ça suffirait effectivement à expliquer la fortune, ou du moins une bonne partie de la fortune de l'abbé Saunière. D'où circuler, il n'y a rien à voir, Béranger Saunière était un escroc, un vil escroc qui a fait du trafic de messes. C'est la thèse que défendait René Descadeillas il y a une quarantaine d'années, et c'est la thèse que défend à l'heure actuelle Bedu dans son ouvrage Autopsie d'un mythe. Alors Descadeillas, lorsqu'il défend cette thèse et qu'il dit circuler, il n'y a rien à voir, Béranger Saunière n'était qu'un trafiquant de messes, il n'y avait pas de trésor à Rennes-le-Château. Je peux me permettre de remettre un petit peu en cause sa théorie parce que l'on sait pertinemment, et quelques vieux chercheurs le savent, dont René, qui est tombé sur Descadeillas une fois en pleine campagne, après avoir écrit son livre, Descadeillas continuait de chercher le trésor de Rennes-le-Château un petit peu partout et a même fouillé dans l'église. Autrement dit, je pense qu'il a écrit ce livre pour décourager d'éventuels concurrents. Quant à Bedu, je ne désespère pas un de ces jours d'ailleurs de l'inviter ici à faire une conférence, j'aimerais avoir une confrontation avec lui, ce sera intéressant. Je ne sais pour quelle raison il a enfourché ce cheval de bataille, mais il s'en tient à cette théorie. Béranger Saunière a fait du trafic de messes. Alors, 110 000 messes, effectivement, c'est vrai, c'est énorme, et on peut penser à trafic. Seulement, le problème, c'est que lorsque on regarde ces comptes, on découvre que 85% de ces demandes d'intention de messe venaient de communautés religieuses, généralement situées dans le nord de la France, dans la région de Lille, Roubaix, Tourcoing, Arras. Alors maintenant, et ces messes étaient commandées par paquets de 100, 200, voire 300 messes à la fois. Alors maintenant, expliquez-moi pourquoi des communautés religieuses qui ont sur place tout ce qu'il faut comme aumônier, comme prêtre pour célébrer des messes, vont demander par paquet de 300 messes à la fois à un petit curé de l'autre dont personne n'a encore entendu parler de célébrer des messes. Ça ne tient pas debout. Mon explication, parce qu'évidemment je cherche toujours à me raccrocher aux branches et à ramener à ma théorie étant que Béranger Saunière a été payé par la famille de Habsbourg pour retrouver un secret, voire des documents qu'il leur a remis. Ma théorie, à ce moment-là, se trouve confortée, parce que, qu'est-ce que je dis, en me raccrochant aux branches, c'est que c'était un réseau
de blanchiment d'argent, un réseau qui était gouverné, contrôlé par les Habsbourg, et que par ce biais, les Habsbourg ont fait parvenir à Béranger Saunière des mandats énormes, lui ont donné la consigne de se laisser accuser de trafic de messe, plutôt que de jamais révéler d'où venaient véritablement les fonds. Et il est vrai que le Vatican, par l'intermédiaire de l'évêque du coin, voulait absolument savoir d'où venait la fortune de cet abbé, parce qu'ils avaient senti qu'il y avait quelque chose d'anormal. Voilà l'explication que je donne au trafic de messe. Donc pour moi, Béranger Saunière n'a pas fait de trafic de messe. Il a encaissé 15% d'intention de messe qui venait de particuliers, 85% qui venait de communautés religieuses, c'est-à-dire l'essentiel de l'argent. Et là, pour moi, c'est un réseau de blanchiment d'argent. Voilà. Une autre question par rapport au trafic de messe, supposé. J'ai aussi toutes les factures des messes envoyées à la Bessonnière. Il y a quelque chose qui m'intrigue. On s'aperçoit que sur une page, et plusieurs d'ailleurs, c'est pour ça que je dis que c'est Saunière qui a fabriqué son propre trafic de messes pour justifier à l'évêque qu'il recevait des dons pour les messes, puisqu'on voit toute une feuille où il y a à peu près 27 messes demandées de différentes villes. Amiens, Toulouse, Paris, Dunkerque, Tourcoing, et j'en passe. Et comme par hasard, toutes 50 francs. Il avait reçu de 27 villes 50 francs. 27 communautés, 50 francs. Alors je me pose la question, est-ce qu'il se téléphonait entre communautés pour fixer le prix? Parce que le don est gratuit, ça peut être 30 francs un, l'autre il va donner 50, l'autre 60, et là, toute la liste c'est à 50 francs. Il y en a une autre c'est à 30 francs, il y en a une autre c'est à 150 francs. Et on voit toute une liste fabriquée, je pense que c'est Saunière qui l'a fabriquée, à la limite se faire accuser pour quelque chose, pourquoi pas le trafic de messe. Et là au moins il était sauf et il ne peut pas dévoiler la provenance de son argent. N'oublions pas que l'abbé Saunière est un séculier et non pas un régulier. C'est-à-dire qu'il a fait vœu d'obéissance et vœu de chasteté, mais pas de pauvreté. Il n'y a que ceux qui sont soumis à la règle, c'est-à-dire les conventuels, qui ont fait vœu de pauvreté. Donc ils pouvaient très bien être riches. Il n'y avait que le vœu d'obéissance lorsque Monseigneur Billard lui a demandé d'où vient cet argent, puisque tu l'as dit toi-même tout à l'heure, je ne tiens pas de compte, Monseigneur. Et ça lui a peut-être donné la puce à l'oreille, tu veux des comptes, je vais t'en donner. Alors, je te reprends sur deux points. Oui, ce que tu dis tient debout. Mais d'un autre côté, on sait qu'il refuse de présenter ses comptes. Alors, pourquoi fabriquait-il des comptes qu'il refuse de présenter? La première fois, il refuse de présenter ses comptes. La première fois où il refuse de présenter ses comptes, c'est qu'il ne les a pas effectivement, comme tu l'as dit. Et c'est là que ça va lui donner la puce à l'oreille, et il va les créer lui-même. Et on va voir toute une liste, puisque le Octonovo m'a donné toute la liste, il y en a une liasse, et je l'ai étudiée. Et je m'aperçois qu'à plusieurs endroits, mais je dirais sur à peu près 500 feuilles au moins, tu vois toujours des comptes répétitifs, et venant de villes différentes. Alors, essaie d'imaginer à l'époque, je ne pense pas que les congrégations où les gens même se téléphonaient, un abbé, un curé, le curé d'Amiens ou M. Gilles, il devait regarder dans l'annuaire, parce que l'annuaire existe, et il devait imputer des messes. Il a inventé lui-même, je pense que quitte à se faire accuser, ne voulant pas dire d'où venait ce magot, il a créé son trafic de messes. Ça, c'est la conviction que j'ai. Ou alors, expliquez-moi comment, pourtant à l'heure moderne, ils devaient tous se téléphoner avec un satellite, téléphone portable, et Saunière demande 50 balles. Oui, on les envoie, oui. Et puis 27 villes, 30 villes, on se met d'accord. 33, c'est fabuleux. Moi, je trouve ça effarant. Toujours est-il que, alors effectivement, il a pu par la suite se dire il faut que je prévoie ma défense et je vais fabriquer des comptes, mais il ne les a pas présentés. Ces comptes ne sont jamais allés devant l'évêché. Donc c'est là que je te reprends, si tu veux. Donc il s'en est pas servi. Il a quand même été condamné et il s'en est pas servi. La deuxième fois, il les a présentés et les comptes ont été rejetés parce que bon... Ah non, mais il a présenté des comptes de ses dépenses. Ouais. Mais il n'a jamais présenté ses registres d'honoraires de messe. Ça, il s'est toujours refusé, les comptes des dépenses. Et le deuxième point sur lequel je voulais te reprendre, c'est que, en tant que régulier,
Saunière n'a pas fait vœu de chasteté, mais vœu de célibat. D'autres questions? Non, simplement, c'est Nicolas. Là. Oui, oh, je t'ai reconnu, malgré reconnu malgré que je suis caché derrière la tente. Donc, simplement pour aller dans le sens de René, à l'époque où j'avais si éphémèrement travaillé pour le musée, on exposait à l'époque en vitrine 2 des livres de Côte de l'abbé Saunière. En tout cas, les 2 livres qui passaient pour livres de Côte. Et lorsque je les avais observés, un des 2 était écrit pratiquement de seul jet, alors que le premier avait quelques ratures, quelques pâtés d'encre, qui est normal lorsqu'on fait un livre petit à petit, le jour au jour, tandis que l'autre, on voyait que c'était du recopié, quoi. Hein. Donc ça va dans le sens de René. Si, bien sûr, les livres de Côte que j'ai vus étaient livrés. Hein. Je pense que c'était les vrais, de toute façon, qui étaient, c'était l'écriture de Saunière, il n'y a aucun doute. Et puis, effectivement, lorsqu'on tombe sur un livre de contes et que l'écriture est trop semblable et que tout... Il faut toujours se méfier de contes qui tombent trop justes, déjà, pour commencer. Je me rappelle un jour, quelqu'un me disait « j'ai entièrement confiance en mon barman, ces comptes tombent toujours au centime près ». J'ai dit « c'est précisément pour cette raison-là que tu devrais te méfier ». C'est ce qui s'appelle, en termes dans notre métier et dans d'autres professions, c'est ce qui s'appelle repasser les additions. Alors effectivement, Saunière a dû se livrer à ce petit trafic-là. Mais ça n'empêche que les messes qui proviennent par paquet de 100, 200 et 300 de communautés religieuses sont toujours bien là, bien inscrites. Et puis il y a autre chose aussi qui est étonnant, c'est cette fameuse page. Je pense qu'elle était sur un de ces 2 cahiers que tu as vus, qu'ensuite j'ai récupéré lorsqu'Antoine m'a passé ses affaires. Tout d'un coup, alors que le carnet est tenu de façon scrupuleuse, très propre, avec une très petite écriture à la plume, d'un seul coup, Saunière, d'un trait de plume rageur, barre la page, tu connais cette page-là, tu vois quoi je fais, et marque « Arrêtez là ». D'une écriture désordonnée, rageuse, on a vraiment l'impression d'un coup de sang. Et puis, après le arrêter là, on tourne la page, et puis derrière, ça continue. Ça continue. Alors, est-ce qu'il a, à ce moment-là, décidé d'arrêter et que les mandats, parce que son système s'était mis en route, les mandats ont continué d'arriver et que là, il était difficile de les refuser? Moi, je pense que c'est certainement ce qui s'est passé. Bon, je peux me tromper, mais je pense que c'est ce qui s'est passé. L'argent a continué d'affluer et Saunière n'a pas résisté. Il n'allait pas renvoyer cet argent aux gens qui lui envoyaient. Bon, toujours sur des histoires de trafic de messes, elle peut expliquer une partie de la fortune, mais elle n'explique pas toute. À ce que je sache, personne encore a essayé de vraiment estimer la dépense globale de ce qu'il a dû fournir en numéraire pour construire la Villa Betania, l'église, et je crois même, si c'est avéré, que la route, il est le promoteur de la route. S'il l'a pas financé complètement, non, la route, ça c'est... Enfin, ça a été écrit quelque part. Mais... Oui, c'est Gérard de Sète qui le dit. La route, l'eau dans le village, non. Il a peut-être bouché quelques ornières pour que les charrois qui lui montaient son matériel puissent monter plus facilement, mais il n'a pas fait la route. La route, interroge les vieux du village, ils te le diront, elle a été établie après-guerre, à peu près dans le tracé actuel. Quant à l'eau courante dans le village, alors là c'est toute une histoire rocambolesque, ça remonte je crois à une trentaine d'années, 30-35 ans. C'était un de ces escrocs qui sont passés par ici, qui en contrepartie de l'autorisation de la mairie de procéder aux fouilles qui devaient lui permettre de bien sûr découvrir le trésor dès le lendemain et de devenir immensément riche, avait promis avec ce trésor d'amener l'eau potable à Rennes-le-Château. Et il a commandé les travaux. On a commencé à installer les 3 pompes les 3 pompes relais qui montaient l'eau depuis le ruisseau de Couleur, depuis la source. Et là, lorsqu'il a fallu régler la facture, il a disparu dans la nature. Et la mairie a dû s'acquitter de cette facture. Et grâce à cet escroc, en fait, jusqu'il y a 4-5 ans, on avait toujours ce système qui fonctionnait d'ailleurs très bien. Et l'avantage, c'est que d'ailleurs l'eau était 10 fois moins chère, alors que maintenant c'est la Lyonnaise des eaux, et ça coûte très cher. Mais ce que je trouve intéressant, mis à part toute considération de valeur par rapport aux théories diverses, c'est que psychologiquement parlant, on passe d'un trésor à des trésors point de départ, préoccupations religieuses proches des pèlerinages de Lourdes à l'arrivée, du moins pour le moment, on ne sait pas trop où ça va nous mener,
en passant, avant ça, à des considérations d'objets volants non identifiés. Donc c'est quand même assez curieux, psychologiquement parlant, de voir quelles sont les préoccupations des personnes intéressées à Rennes-le-Château. Donc dans l'évolution du delirium redae, je trouve ça particulièrement significatif. C'est ce que Philippe Marlin appelle le mythe agglutinant. C'est quand même le seul village au monde qui est sur son territoire un terrain d'atterrissage pour soucoupe volante. Et vous pouvez le voir depuis ici, c'est le plateau qui est, lorsque vous descendez, lorsque vous quittez Rennes-le-Château, sur votre droite, après le deuxième tournant, il y a un plateau avec une tour au bout, et ce plateau était destiné à recevoir les habitants de la planète Humo qui allaient venir donc nous sauver. On a à Rennes-le-Château une piste d'atterrissage pour soucoupe volante. Vous faire penser à l'histoire d'une autre mort violente, celle de l'abbé Gélis, dont j'ai pas parlé tout à l'heure. Proche de Béranger-Saunière, et Gélis s'est retrouvé sauvagement assassiné dans son presbytère de Custosa. Les papiers sont en désordre, il ne manque apparemment rien, les économies importantes du prêtre qui sont dissimulées dans plusieurs caches, on en retrouve la liste, sont intactes. Simplement, une sacoche est ouverte avec des papiers épars, il y a du sang partout, jusqu'à l'étage. Le prêtre, j'imagine, a dû se débattre, a dû se défendre, a dû hurler, et curieusement, dans ce petit village, eh bien, on n'a rien entendu. On ne sait pas. Ça s'est passé en plein jour et on ne sait pas. Hein. Alors que dans les villages ici, vous éternuez en bas du village et tout le village s'enrhume dans la minute qui suit, et là, on n'a rien entendu. C'est l'omerta, c'est incroyable cette histoire. Mais bon, Gélis a ouvert à quelqu'un qu'il connaissait. Il n'avait aucune raison de s'en méfier, donc c'était un familier. Et d'aucuns ont encore pensé que c'est notre Béranger-Saunière, Dracula de l'époque, qui aurait assassiné son collègue Gélis. Ça me paraît un petit peu gros. Personnellement, j'ai une autre approche. Il y a un autre livre qui est sorti, il y a une chose qui m'a choqué dans ce livre, c'est le fait de traiter l'abbé Saunière en quelque sorte de minable porteur de valises, voire de l'accuser de beaucoup de forfaits. Moi, je voudrais vous demander, monsieur Robin, si vous pensez que l'abbé Saunière était vraiment un pilleur de tombes, et ensuite, est-ce que vous pensez qu'il a fait beaucoup de bien dans ce village? Personnellement, j'ai une grande sympathie pour Béranger-Saunière. C'est quelqu'un dont j'ai l'impression quelquefois d'avoir approché la vie de très près. J'ai vécu dans sa maison, Pierre et Antoine m'avaient prêté des meubles et des objets qui lui avaient appartenu. Son ombre rôdait partout. Bon, ça c'est purement subjectif, mais ça compte quand même. Ça compte quand même. J'ai vraiment eu le sentiment de le suivre un petit peu pas à pas et d'avoir en quelque sorte chaussé ses pantoufles. Saunière m'est sympathique. Je n'imagine pas, je n'aimerais pas que l'on me prouve un jour que Saunière a assassiné des curés et des notaires à Tire-Larigot en leur fracassant le crâne, d'autant que je ne pense pas qu'il ait eu besoin d'avoir recours à ce genre de moyens. Quant à savoir s'il a fait du bien dans le village, oui, il a collaboré à la vie du village, il dotait, par exemple, lorsque des gens du village, des jeunes du village se mariaient, il offrait volontiers leur repas de mariage, etc. Mais c'était pas quelqu'un qui a dépensé des fortunes pour refaire les routes, pour amener l'eau courante, comme on peut le dire dans certains ouvrages. Non, pas du tout. Néanmoins, là où je pense que l'on peut dire qu'il a fait du bien dans ce village, c'est quand on mesure sa popularité. Avant même qu'il ait de l'argent. Parce que c'est facile de se rendre populaire en arrosant autour de soi. On l'est au moins pendant un certain temps, par intérêt. Mais Béranger-Saunière est populaire avant même d'être riche, puisqu'il faut quand même savoir que c'est grâce à l'action de ses paroissiens qu'il va revenir de Narbonne, où il était en exil. Ce sont ces paroissiens, le maire en tête, qui forment une délégation, et Dieu sait si le maire n'était pas trop porté sur la calotte, hein, il était plutôt côté radical socialiste. C'est Pépone et donc Camille, l'atmosphère de ce village au début du siècle. C'est exactement ça. Je vais vous raconter une anecdote qui l'illustre parfaitement. Mais il faut savoir que ce sont les habitants du village qui ont formé une délégation et qui se sont rendus
à la préfecture le maire en tête pour plaider la cause de Béranger Saunière et pour obtenir qu'il revienne ici dans sa paroisse. Il voulait qu'il revienne. Il n'avait plus de prêtre et il voulait que Béranger Saunière revienne. Il le connaissait depuis longtemps, c'était l'un des leurs. Il l'avait connu petit, il parlait patois, il était comme eux, il les connaissait. Il était dans cette population comme un poisson dans l'eau, absolument. Il était populaire. Et s'il était populaire, c'est qu'il faisait le bien. Mais faire le bien, c'est pas forcément faire le bien en dépensant des millions. Parce que quand on regarde son journal, on se rend compte qu'il s'intéresse de très près à la vie de ses paroissiens. Il s'inquiète pour la santé du malade. Le malade va mieux, le malade va moins bien. Il visite chaque famille, il connaît tout le monde. Donc il était avec eux. Je pense que de ce côté-là, c'était un homme qui avait une certaine humanité. Et puis, à côté de ça, il y a un côté un peu mégalomaniaque, un côté fièvre de la pierre. C'est un bâtisseur et il veut réaliser des choses. Et il s'entoure d'un domaine absolument faramineux. Ça, c'est l'autre aspect de Béranger. N'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a un tournant très net dans sa vie, c'est à partir du moment où il a découvert ce qu'on lui avait demandé de découvrir, et où il va changer, et où il va s'enfermer dans ce domaine. Regardez les photographies de l'époque de la Villa Béthanie et du domaine. Les volets sont toujours fermés. C'est Fort Knox, là. Je vous assure, en bas, au rez-de-chaussée, sont des portes en chêne qui font 8 cm d'épaisseur, qui sont doublées par des volets de fer qui font 1,5 cm d'épaisseur. Toute la maison, toutes les fenêtres ferment avec des volets. Et malgré tout, et ça je m'en suis rendu compte en vivant dans cette maison, parce que j'en connais les moindres recoins, je peux vous la dessiner les yeux fermés, malgré tout, derrière ces volets fermés, Béranger Saunière voyait tout ce qui se passait autour. Il avait aménagé des petites ouvertures qui couvraient tous les angles morts, ce qui fait que de l'intérieur de la maison, par des petites ouvertures qui faisaient 15 cm sur 15, vous en avez deux qui se trouvent une de chaque côté de la statue du Christ le Rédempteur qui est au-dessus, qui permettait l'une de voir cette partie du village, l'autre de voir cette partie-là au-dessus où il avait son potager. Il y en avait une autre qui lui permettait dans un petit cagibi de surveiller le parc. Dans ce même cagibi, une autre lui permettait de surveiller le cimetière. Et dans le sous-sol de la Villa Béthanie, au ras du sol, il y a une petite ouverture toujours de la même taille qui lui permettait de surveiller la cour du presbytère. C'est-à-dire qu'il pouvait se cacher dans son sous-sol et voir si quelqu'un rentrait dans sa cour. Ce qui fait que Béranger Saunière, vous voyez, ça c'est le genre de détail qui illustre sur la personnalité de quelqu'un. Dans cette maison, au volet tiré, il se déplaçait et il surveillait ce qui se passait à l'extérieur. Comme s'il avait effectivement quelque chose à cacher. Et pour en revenir à la teneur du message ou des écrits que Béranger a pu trouver, alors là, évidemment, on peut partir dans toutes les directions, mais c'est très certainement effectivement quelque chose qui concerne la religion et qui remettrait des choses en cause. Je termine mon livre là-dessus, d'ailleurs. Je me suis posé la question, il y a 1 an et demi, Jean-Paul II, peu de temps après avoir canonisé Don José Balaguer, fondateur de l'Opus Dei, brusquement, il canonise Charles Ier, dernier empereur d'Autriche. Charles Ier a succédé à François-Joseph. François-Joseph, c'était un des règnes les plus longs de notre histoire. Je crois qu'il a régné une 60aine d'années. À peu près, je crois qu'il a régné plus que Louis XIV. C'est un record. Et Charles Ier va être le dernier des Habsbourg à monter sur le trône. C'est un être relativement falot, extrêmement dévot, très religieux, comme la plupart des Habsbourg. Il va tenter désespérément de sauver la paix. Et puis, il va devoir abdiquer en pleine guerre, il s'exile à Madère, il y meurt en exil quelques années plus tard, et son épouse, sa veuve, l'impératrice Zita, va lui survivre très longtemps. Elle n'est morte qu'il n'y a que quelques années. Pourquoi? Je me suis encore une fois de plus posé la question, pourquoi le pape, à la va-vite, canonise Charles Ier? Charles Ier n'a pas fait de miracle, il était dévot, point, il essaie de sauver la paix, d'accord, mais c'est pas un homme d'une envergure extraordinaire, c'est pas le Saint curé d'Ars, et c'est pas même, je dirais, Jean-Paul II. Pourquoi le canonise-t-il? Alors j'ai fini mon livre sur cette interrogation. Si ma théorie se trouvait être exacte, celui à qui Béranger Saunière a remis des documents qui présentaient un danger pour l'Église, c'est François-Joseph. Il est logique d'imaginer qu'à son tour, François-Joseph les ait remis à son successeur, donc à Charles Ier.
Et Charles Ier, étant contraint d'abdiquer, ne pouvant plus garder ces documents en lieu sûr, dans la mesure où il présentait un danger pour la religion, si c'est le cas, à qui va-t-il les remettre? Au Vatican. Et je termine sur cette interrogation en disant, est-ce que ce n'est pas pour cet éminent service rendu à l'Église que Charles Ier a été canonisé? Et vous voyez comme cette affaire peut, par certains biais, se raccrocher à une actualité extrêmement récente. Voilà pour essayer de répondre, non pas brièvement, mais à la question que vous m'avez posée. Merci de votre intervention. C'est pas impossible. Umberto Eco, d'ailleurs, s'est intéressé, bon, il mentionne d'ailleurs Rennes le Château dans son ouvrage, il s'est intéressé de très près à Rennes le Château, il a fait plusieurs visites ici. Il est certain que dans la construction du domaine et dans la décoration de l'église, il y a la tentative de léguer, comme vous le dites, un message. Alors, le problème, c'est que les messages que laisse Béranger Saunière prête à tellement d'interprétations que ça part dans tous les sens, et c'est d'ailleurs, je pense, ce qui fait le succès de cette affaire, c'est que c'est une véritable auberge espagnole de l'ésotérisme et du mystère, et chacun y trouve son compte. Béranger Saunière, en dehors du fait que c'était un homme, je pense, extrêmement érudit, qui avait reçu une solide éducation, c'était quand même 10 ans d'études, hein, le petit et le grand séminaire, c'est quelqu'un qui a des notions de grec, de latin, d'hébreu, mais c'était aussi un facétieux. C'est le sentiment qu'il me donne. C'était quelque part un peu un humoriste, et je pense qu'il y a des soirs où il doit bien rigoler dans son cercueil quand il nous entend. Et je pense qu'il a pas mal réussi son coup. Vous savez, les messages qu'il laisse, ils sont souvent à clé, ils sont souvent à épisode. Ce sont comme des tables gigognes ou des poupées russes. Vous en découvrez un, et puis il y en a un autre derrière, et un autre derrière, et un autre derrière. Et il y a toujours, de la part de Saunière, et c'est ça sa force, il y a toujours une première lecture qui est tout à fait politiquement correcte, si je peux dire. Une première lecture qui est tout à fait officiellement sur laquelle il n'y a rien à dire. Dire que cette Église est contraire au dogme, non, absolument pas. Moi, je me suis amusé à faire la visite de cette église une fois avec un théologien qui était venu ici, qui avait entre autres particularité la possibilité de célébrer des messes en occitan, et on avait voulu faire revivre le village à l'époque de Saunière, on avait fait célébrer une messe en occitan, c'était très beau, ça avait eu énormément de succès. Et le lendemain, il avait logé sur place, puisque la villa à l'époque, une partie de la villa était utilisée en chambre d'hôte, je l'avais logé. Et le lendemain, après le petit déjeuner, avant de le ramener à son train, je lui dis, écoutez, on va aller visiter l'église. Bien qu'il soit de Montpellier, il ne connaissait pas cette histoire de Béranger Saunière, il ne s'était pas spécialement intéressé. J'en profite, on fait le tour de l'église, et je lui dis, est-ce que vous voyez ici quelque chose qui soit contraire au dogme? Et il me dit, ou qui représente une hérésie. Et il me dit, absolument pas, absolument pas. C'est une catéchèse, purement et simplement. C'est un peu chargé, mais à première lecture, et c'est là toute l'astuce de Saunière, c'est qu'en première lecture, il n'y a rien, mais il y a déjà les éléments qui nous induisent vers une deuxième lecture. Pourquoi mettre au-dessus du portail de l'église Terribilis est locus iste? Saunière savait très bien, en mettant cela, que tout le monde allait tomber dans le panneau et interpréter Terribilis comme terrifiant. Non. Ce que ne veut pas dire Terribilis en latin. Terribilis veut dire merveilleux, c'est la phrase que dit Jacob en descendant de son échelle. Ce lieu est terrible, et Saunière trompe la phrase, parce que Jacob termine en disant « car c'est la maison de Dieu ». Mais terrible dans le sens où, encore, le langage populaire, lui, a parfois des réminiscences, des mots dans leur origine propre. Lorsqu'on dit « j'ai passé une soirée terrible », cette fille là-bas, elle est terrible, c'est pas du tout qu'elle nous fait peur, ou qu'on s'est embêté pendant la soirée, c'est exactement le contraire que l'on veut dire. Eh bien, terrible, étymologiquement, a véritablement ce sens-là. Or, Saunière utilise cette phrase tout à fait classique, ce qui fait que n'importe quel théologien ou son évêque, lorsqu'il va inaugurer son église, va trouver ça tout à fait normal. Cette maison est merveilleuse puisque c'est la maison de Dieu. Il finit pas la phrase. Ça nous induit déjà un petit peu en erreur. Il sait très bien que tous nos contemporains, et d'autant plus à l'heure actuelle où on a perdu connaissance et notions avec le latin, puisque c'est quelque chose qui ne s'enseigne pratiquement plus à l'heure actuelle, tout le monde va l'interpréter en leur terribilis, ah, ce lieu est terrible. Mais il l'a fait exprès, j'en suis persuadé. Et l'Église fourmille d'exemples dans ce genre-là, où il vous donne une première lecture officielle, et derrière ça, autre chose. Et quand on voit l'accumulation de détails, l'accumulation de coïncidences, il ne peut plus s'agir de coïncidence. Et le domaine lui-même, bon, je l'explique dans mon livre, c'est pas moi qui l'ai découvert, le domaine est bâti sur les plans d'un jeu d'échecs, et il semblerait qu'il y ait
dans les constructions et dans les décorations de Solière au moins une ligne directrice qui fait étrangement penser au dualisme, blanc, noir, lumière, obscurité, bien et mal. Le diable à l'entrée de l'église, le Rex Mundi, on s'approche très prochement de la religion cathare. On peut se poser la question de savoir si Solière ne serait pas tombé sur quelque chose qui prouvait que peut-être ces écrits que eux-mêmes les cathares avaient possédés et qui leur ont permis de développer cette foi et de se jeter dans les brasiers en chantant alors qu'ils avaient à la dernière minute la possibilité de renier leur religion. Est-ce que c'est ça? C'est une des voies. Je ne m'aventurerai pas là-dedans, mais on peut se poser la question. Je voudrais parler, moi, parce qu'il y a deux histoires dans les châteaux. Il y a deux histoires dans les châteaux. Il y a celle qu'on a écrite dans les livres, il y a celle que tout le monde a lue, il y a celle qu'on suit comme ça, et il y a celle des gens comme René, comme mon père, comme moi. C'est une histoire parallèle, ça. D'accord? Et il y a quand même un certain nombre de personnes, je sais, qui sont ici ce soir, qui l'ont vécu, cette histoire parallèle. Et qui est, alors, peut-être réservée aux initiés, peut-être un petit peu, mais qui est tellement plus belle que celle qui est racontée dans les livres. Ce qu'on a vécu ici, René, tu en sais quelque chose, Jean-Luc, tu as participé aussi, il y a beaucoup de gens ici qui ont participé. Est-ce qu'elle n'est pas plus belle peut-être que tout ce qu'on raconte dans les bouquins, celle-là? Et qu'est-ce qu'elle donne comme trésor? Elle mériterait certainement de faire l'objet d'un... J'aimerais qu'on en parle un tout petit peu ce soir. Et René, il va le faire, tu vas voir. Je crois que tout le lien qu'ont eu les chercheurs ici, puisque Jean-Luc est témoin, c'était une grande histoire. D'abord de canulars, parce que je peux vous assurer que les canulars dans la région de Rennes, on en a fait rigoler le monde, on s'est marré nous-mêmes. Je crois que c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire de chercheurs, centrée sur un but commun, celui du dépôt supposé trésoraire, mais en même temps c'était quelque chose, on se retrouve cette histoire à Rennes le château, c'était quelque chose d'épique. Bon, on ça, l'aventure continue, mais c'est vrai qu'il y a des souvenirs tout à fait croustillants, épiques et merveilleux. Je précise effectivement, je dirais que je n'ai pas de questions à poser, parce que finalement, certes je partage depuis 15 ans la vie d'un passionné, mais ce qu'a trouvé Béranger, ce qu'il n'a pas trouvé, ce qu'il en a fait, m'importe peu. Par contre, comme beaucoup d'entre nous ici, j'ai été séduite par le lieu, le merveilleux qu'il véhicule. Tu as parlé tout à l'heure, c'était l'auberge espagnole de l'irrationnel. C'est une réalité. Ça peut permettre à chacun, on l'a entendu tout à l'heure, d'aller jusqu'à sublimer certaines souffrances, et c'est ça le merveilleux, c'est ça qui est important. Ceci dit, l'auberge, il faut qu'elle reste ouverte. J'ai eu beaucoup de mal à lire un certain nombre de livres, il y a beaucoup d'auteurs sans doute présents qui m'en excuseront. Le tien, Jean-Luc, je l'ai lu très facilement parce que je voudrais rendre hommage à ton talent de conteur. Je t'entendais parler en le lisant. Et je dirais que l'auberge, j'ai découvert aussi que tu avais subi des pressions, des choses comme ça qui m'ont semblé totalement irrationnelles. Ça n'a pas lieu d'être ici. Si on est tous ici, c'est pour partager le merveilleux et le rêve. C'est d'ailleurs le dernier mot de ton bouquin. Donc je t'en remercie, Jean-Luc, et je te remercie de maintenir l'auberge ouverte et ouverte à tous. Merci.